L'histoire que nous sommes sur le point de vous raconter est l'une des démonstrations les plus remarquables de génie stratégique de la géopolitique moderne. Lorsque la France a décidé de geler les avoirs financiers du Burkina Faso, soit plus de 327 millions de dollars, elle s'attendait à ce que son ancienne colonie vienne implorer sa clémence. Au contraire, la réponse d'Ibrahim Traoré fut si inattendue, si audacieuse, qu'elle n'a pas seulement sauvé sa nation. Cela a changé à jamais la donne en matière d'indépendance africaine. Ce qui s'est passé ensuite a choqué les capitales européennes, inspiré des millions de personnes à travers l'Afrique, et prouvé que parfois, l'arme la plus puissante contre la guerre financière n'est pas du tout l'argent. C'est l'histoire de la façon dont un homme a transformé la plus grande force de la France en sa plus grande faiblesse. La France pensait que geler l'argent du Burkina Faso mettrait Ibrahim Traoré à genoux. Au contraire, cela le rendit plus dangereux que jamais. Mais la vraie question n'est pas ce que la France a fait. C'est ce qui s'est passé dans les 48 minutes qui ont suivi, et comment une seule décision, prise dans un bureau poussiéreux de Ouagadougou, a envoyé des ondes de choc dans les couloirs du pouvoir à Paris, Londres et Bruxelles. À exactement 9h17, un lundi matin, une communication confidentielle fut transmise par le ministère français des Finances à 4 grandes banques européennes. Le message, à peine 3 lignes, contenait une intention dévastatrice. Tous les avoirs financiers liés à la réserve centrale du Burkina Faso devaient être immédiatement gelés, dans l'attente de clarifications diplomatiques. Le langage bureaucratique était vague, mais sa signification était limpide pour quiconque comprenait le réseau complexe de contrôle financier que la France maintenait sur ses anciennes colonies. En à peine 30 minutes, une cascade de dévastation économique frappa tous les secteurs de l'économie burkinabé. Les transactions furent bloquées, les programmes gouvernementaux privés de financement, les licences d'importation suspendues, et les paiements à l'arrêt. Plus de 327 millions de dollars de réserves furent inaccessibles, comme s'ils n'avaient jamais existé. Pour les stratèges parisiens, il s'agissait d'un coup d'échec au plus haut niveau. Pas d'intervention militaire, pas de sanctions officielles, juste une pression financière silencieuse. Les responsables français étaient confiants. Face à l'effondrement économique, Ibrahim Traoré reviendrait en suppliant. Mais ils avaient mal évalué l'homme. Dans leur bureau confortable, ils avaient oublié que la véritable force ne vient pas des chiffres, mais du sol sous vos pieds et de la volonté de défendre ce qui vous appartient. Traoré, loin d'être un dirigeant africain conventionnel, resta silencieux dans une salle épurée du palais présidentiel. Les visages de ses conseillers trahissaient leur inquiétude. Un seul osa parler, son stratège économique. Il annonça l'impasse, les subventions seraient coupées, le FMI bloqué, les salaires impayés. Il proposa de négocier. Traoré l'interrompit d'une question simple, à qui appartiennent nos mines d'or ? Ce fut un choc. Et puis il se leva, déterminé, ils ont gelé notre richesse virtuelle. Rappelons-leur notre véritable richesse. Le lendemain, le président apparut à la télévision non pas depuis un bureau, mais en tenue de mineur, au fond d'une mine d'or du pays. Sa déclaration fut historique, tous les permis d'exploitation étrangère étaient suspendus. Chaque ressource serait désormais auditée. Le Burkina Faso n'était plus à vendre. Son message, ils ne peuvent pas geler notre or. Ni notre esprit. Le discours devint viral. Les hashtags fleurirent, les analyses fusèrent. Pendant 72 heures, Ibrahim Traoré domina les débats internationaux. Il ne s'agissait plus de pauvreté ou de conflit, mais d'une affirmation de dignité et de stratégie. La France avait joué aux échecs, mais Traoré jouait au go, contrôlant le territoire, transformant une attaque en opportunité. 48 heures plus tard, l'ambassadeur de France demanda une réunion urgente. Traoré n'était plus à Ouagadougou. Il était au Mali, pour des consultations régionales non annoncées. Paris fut pris de court. Ce qu'ils découvrirent ensuite bouleversa l'ordre établi, Traoré ne s'était pas rendu au Mali uniquement pour discuter. Et la suite, elle aussi, allait entrer dans l'histoire. Ce que les services de renseignement français mirent au jour 24 heures plus tard provoqua une onde de choc dans les capitales européennes. Ibrahim Traoré ne s'était pas simplement rendu au Mali pour des discussions bilatérales. Il y avait rejoint, dans la plus grande discrétion, une réunion stratégique avec plusieurs chefs d'État de la région du Sahel, parmi eux, le président du Mali, celui du Niger, et un émissaire du gouvernement tchadien. Dans une salle sécurisée de Bamako,
loin des micros occidentaux, se tenait une conversation historique. L'ordre du jour n'était pas uniquement une réponse au gel des avoirs burkinabais, mais un projet commun de souveraineté économique. L'idée audacieuse d'une banque sahélienne des ressources, financée par les richesses naturelles de leur propre pays, naquit de cette rencontre. Une banque indépendante, libérée de la Banque mondiale, du FMI, et des anciens circuits coloniaux. Traoré prit la parole avec l'autorité calme d'un homme dont les actes parlaient plus fort que les mots. Il déclara : Nos peuples ont trop longtemps vendu leur or, leur uranium, leur coton, pour recevoir en retour des dettes maquillées en aide. Nous avons les matières premières. Il est temps d'avoir notre propre système de valeurs. Le président nigérien approuva, soulignant que leur uranium alimentait une grande partie de l'électricité en France, alors que la majorité de la population nigérienne vivait dans l'obscurité. Le président malien proposa d'organiser un sommet panafricain de l'énergie et des ressources. L'émissaire tchadien suggéra la création d'une unité monétaire commune adossée aux métaux précieux extraits localement. Pendant ce temps, à Paris, les chaînes d'information se divisaient entre alarmisme et confusion. Certains analystes voyaient dans les gestes de Traoré une crise temporaire. D'autres, plus lucides, comprenaient qu'un basculement tectonique était en cours. Pour la première fois, des nations africaines ne demandaient pas la permission, elles prenaient des décisions structurantes en dehors du champ de contrôle occidental. Le retour de Traoré à Ouagadougou, 2 jours plus tard, fut accueilli comme celui d'un conquérant. Il ne fit aucune déclaration publique. Mais le lendemain, une circulaire signée de sa main fut diffusée à tous les ministères, un inventaire complet des contrats miniers, des concessions pétrolières, et des partenariats étrangers devait être établi dans un délai de 30 jours. Toute entreprise ne répondant pas à l'appel serait suspendue d'activité. Le message était clair. Le Burkina Faso ne se contentait plus de survivre. Il reprenait le contrôle. À Paris, la panique se mêlait à l'orgueil blessé. Le ministère des Affaires étrangères convoqua d'urgence un conseil stratégique élargi. Les anciens diplomates spécialisés sur l'Afrique furent rappelés. Un consensus se forma rapidement, il ne fallait pas permettre que l'exemple de Traoré se propage. Ce qui s'était passé au Burkina Faso n'était pas seulement un acte de défiance, c'était un modèle de rupture, et potentiellement contagieux. Dans les jours suivants, plusieurs officines d'influence occidentales furent mobilisées pour lancer une campagne de dénigrement. Des articles surgirent dans des journaux européens, qualifiant Traoré d'autocrate populiste, insinuant des liens obscurs avec des groupes extrémistes, ou encore affirmant que le pays sombrait dans le chaos. Pourtant, sur le terrain, la réalité était tout autre. À Ouagadougou, une étrange combinaison d'urgence et d'espoir régnait. Des files d'attente se formaient devant les banques, la monnaie se raréfiait, les prix grimpaient, mais les regards des citoyens étaient résolus. Les discours de Traoré, loin d'être oubliés, passaient en boucle sur les téléphones. Dans les quartiers populaires, des graffitis proclamant « Notre or, notre avenir » et « Plus jamais à genoux » ornaient les murs. Mais tout le monde ne partageait pas cet élan. Certains cadres de l'administration, formés en France et liés aux anciens réseaux d'influence, commencèrent à murmurer. Dans les coulisses des ministères, des notes confidentielles circulaient, évoquant les risques de rupture institutionnelle. À la tête de l'état-major, le général Koumbari, un homme respecté mais pragmatique, exprima à huis clos ses inquiétudes sur la viabilité d'une confrontation prolongée avec les puissances financières mondiales. Un soir, dans une réunion restreinte au palais présidentiel, un ministre de haut rang osa le dire à voix haute. « Monsieur le Président, votre vision est noble. Mais si les caisses restent vides, si les militaires ne sont pas payés, si les médicaments manquent, alors même votre légitimité populaire ne suffira plus. Nous marcherons droit vers un coup d'État. » Traoré, silencieux, fixa longuement l'homme. Puis, calmement. « Si nous devons tomber, que ce soit debout. Mais je ne reculerai pas. Parce que si nous fléchissons maintenant, nous enseignerons à nos enfants que la peur est plus forte que la justice. » Cette nuit-là, il convoqua une session secrète avec son cercle rapproché. Un seul objectif, accélérer l'autonomie. Le lendemain, un décret fut signé, les sociétés étrangères opérant dans les secteurs vitaux, énergie, mines, télécom, devaient remettre sous 72 heures leur registre comptable à une commission spéciale. Toute résistance entraînerait une expulsion immédiate du territoire.
Pendant ce temps, des signes de bascule émergeaient ailleurs. À Bamako, à Niamey, à N'Djamena, des voix s'élevaient. Des jeunes, des syndicats, des journalistes, tous regardaient vers Ouagadougou avec admiration et envie. L'idée d'une rupture, d'un contrôle souverain des ressources, n'était plus un rêve de militants. C'était une réalité tangible. Et elle portait un nom, Ibrahim Traoré. À l'étranger, les signaux d'alerte rouge clignotaient sur les tableaux de commandement des chancelleries occidentales. Une décision fut prise dans les coulisses. Si Traoré ne pouvait pas être convaincu de revenir dans le giron diplomatique, alors il faudrait l'isoler, le discréditer, voire, discrètement, le remplacer. Un plan d'ingérence sophistiqué fut mis en œuvre. Des fonds obscurs transitèrent par des ING écrans, des personnalités burkinabais influentes furent approchées, et plusieurs anciens officiers exilés à Dakar et Abidjan furent discrètement rapatriés. Le tout orchestré par un ancien conseiller de l'Élysée, désormais officieusement chargé de coordonner les efforts de stabilisation en Afrique de l'Ouest. Mais Traoré n'était pas naïf. Dès qu'il sentit le changement dans les discours médiatiques locaux, dès qu'il reçut le rapport signalant l'arrivée d'un avion privé sans plan de vol précis à l'aéroport de Ouagadougou, il comprit, une tentative de déstabilisation était en cours. Il convoqua une session d'urgence du Conseil national de sécurité. Dans une salle fermée, il révéla à ses plus proches collaborateurs un dossier classifié, des communications interceptées, des virements bancaires suspects, et surtout une cartographie d'un réseau dormant d'agents locaux prêts à créer un soulèvement, populaire, artificiel. Ils veulent faire croire que notre propre peuple s'est retourné contre nous, dit-il d'une voix calme. Ils ont utilisé cette stratégie partout, Libye, Côte d'Ivoire, Centrafrique. Mais ici, ce sera différent. Pendant ce temps, dans les rues de Ouagadougou, l'angoisse montait. Le coût de la vie avait doublé. Les médicaments se raréfiaient. Dans certains quartiers, des tracts anonymes circulaient, appelant à chasser le dictateur des mines. Des jeunes, fatigués de voir leur famille souffrir, commencèrent à douter. Mais c'est dans ces heures sombres qu'un mouvement inattendu vit le jour, le comité des veilleuses. Composé principalement de femmes, mères, infirmières, commerçantes, ce groupe s'auto-organisa pour ravitailler les hôpitaux, partager les denrées de base, et surtout faire barrage pacifique aux provocateurs infiltrés. Leur slogan devint viral. Nous n'avons pas faim de pain, nous avons faim de dignité. Le président Traoré les rencontra dans un centre communautaire improvisé. À leur tête, une femme de 62 ans, maman Alimata, posa ses mains calleuses sur les siennes et dit simplement. « Mon fils, tu tiens. Et nous, on tient avec toi. » Touché, galvanisé, Traoré fit une nouvelle annonce 2 jours plus tard, en direct à la télévision. « Nous lançons le programme 360, une mobilisation totale de nos ressources humaines. Chaque citoyen, chaque entreprise locale, chaque bras capable de produire sera impliqué dans la survie et la reconstruction. Nous n'attendrons plus que d'autres viennent bâtir notre avenir. Nous allons le forger nous-mêmes. » Ce programme prévoyait des coopératives locales de transformation agricole, un plan d'urgence de réouverture de mines sous contrôle ouvrier, et la relance d'une monnaie parallèle de troc, une idée ancienne, réactivée en temps de crise. Mais surtout, Traoré annonça qu'un sommet panafricain historique aurait lieu dans 30 jours, à Bobo-Dioulasso, réunissant tous les pays prêts à rompre avec le franc CFA et à créer une union des ressources. Et la nouvelle tomba comme un coup de tonnerre. Le Burkina Faso allait accueillir un sommet panafricain sur la souveraineté économique, et pas à Ouagadougou, mais à Bobo-Dioulasso, ville emblématique de la culture burkinabé et bastion de la résistance historique à la colonisation. Le choix du lieu n'était pas anodin. En s'éloignant de la capitale politique, Traoré envoyait un message fort. Ce sommet ne serait pas une affaire d'élite, mais un appel au peuple. Pendant les 30 jours suivants, le pays tout entier entra dans un état d'effervescence. Des volontaires affluaient de toutes les régions pour aider à la logistique. Des artisans fabriquaient des stands, des jeunes peignaient des fresques murales représentant des visages panafricains. Sankara, Lumumba, Nkrumah, Nyerere, et partout, un slogan se dessinait. L'Afrique décide. Des invitations furent envoyées à tous les pays d'Afrique subsaharienne, du Maghreb et même à la diaspora des Caraïbes. Le Mali et le Niger confirmèrent leur venue immédiatement. La Guinée, le Tchad, la Centrafrique, et même l'Algérie emboîtèrent le pas. L'Afrique du Sud envoya un observateur spécial.
Mais d'autres pays, sous forte influence occidentale, restèrent silencieux ou envoyèrent des réponses ambiguës. À Paris, Londres et Washington, la tension montait. Ce sommet était perçu comme une déclaration de guerre économique. Les think tanks occidentaux commencèrent à publier des rapports alarmants. Un axe Ouagadougou-Bamako-Niamey pourrait fragiliser les accords commerciaux régionaux, la fin du franc CFA signifierait une perte de contrôle stratégique, le modèle Traoré pourrait s'exporter. Face à cela, une série de pressions diplomatiques et médiatiques fut déclenchée. Des représentants de grandes multinationales envoyèrent des lettres d'avertissement au ministre burkinabé, menaçant de poursuites juridiques internationales en cas de rupture de contrat. Des chaînes étrangères, relayées par des partenaires locaux, lancèrent des campagnes insinuant que le Burkina s'enfonçait dans l'isolement. Mais rien n'arrêtait le mouvement. À Bobo-Dioulasso, les infrastructures se transformaient à une vitesse inouïe. Des ingénieurs burkinabés travaillaient jour et nuit à la mise en place de connexions sécurisées pour diffuser les discours en direct. Des traducteurs volontaires arrivèrent de tout le continent pour permettre à chaque délégation de s'exprimer dans sa langue maternelle. Une ambiance quasi révolutionnaire régnait. Le peuple sentait que quelque chose d'historique était en train de naître. La veille du sommet, Ibrahim Traoré fit une allocution sobre, depuis le toit du centre des congrès, éclairé seulement par des torchers et la lumière des téléphones portables allumés par la foule rassemblée. Ce que nous bâtissons ici n'est pas une alliance contre quelqu'un. C'est une alliance pour nous. Pour notre dignité. Pour notre futur. L'Afrique a trop longtemps été administrée par d'autres. Ce sommet n'est pas un événement. C'est un tournant. Le lendemain, 17 chefs d'État africains arrivèrent à Bobo-Dioulasso. Des représentants de 11 autres pays envoyèrent des ministres ou des diplomates de haut niveau. Ce fut la plus grande réunion indépendante de leaders africains sans encadrement occidental depuis Bandung en 1955. Au cœur du sommet. Un projet de monnaie régionale, adossé à un panier de ressources, or, uranium, pétrole, cacao, lithium. La création d'un fonds d'investissement panafricain contrôlé par les États contributeurs. Une charte de souveraineté économique stipulant que toute ressource africaine devait bénéficier d'abord aux peuples africains. Et surtout, un moratoire sur les dettes contractées sans transparence démocratique. Les délégués applaudirent debout. Le monde, lui, retint son souffle. Alors que le sommet battait son plein, dans les coulisses, les forces contraires s'agitaient. L'aéroport de Bobo-Dioulasso avait été sécurisé, les lignes de communication filtrées, mais les services de renseignement burkinabés interceptèrent une alerte, un groupe infiltré planifiait un sabotage. L'objectif ? Provoquer un incident majeur pour discréditer l'événement. Le plan était sournois, placer des explosifs artisanaux dans un générateur électrique du centre de presse international, puis diffuser l'accident comme une « attaque intérieure » d'opposants à Traoré. Le chaos ainsi semé aurait permis aux chancelleries occidentales de dénoncer l'instabilité du régime et de suspendre les discussions avec les pays participants. Mais l'opération fut déjouée à temps. 3 individus, dont un ancien officier des renseignements ivoiriens, furent arrêtés. L'information ne fut pas rendue publique immédiatement. Traoré, conseillé par ses services, choisit de ne pas interrompre le sommet, mais de révéler la tentative dans son discours de clôture. Le dernier jour, dans une salle pleine à craquer, sous les acclamations des délégués et la ferveur populaire, Ibrahim Traoré monta à la tribune. Vêtu simplement d'une tunique blanche brodée, il leva la main. Le silence se fit. Frères et sœurs d'Afrique, ce que nous avons fait ici n'est pas un rêve. C'est une décision. Une déclaration. Un acte d'amour envers nos peuples. Pendant des décennies, on nous a enseigné que nous étions pauvres. Qu'il nous fallait attendre l'aide, accepter les conditions, supplier pour survivre. Mais nous avons regardé sous nos pieds. Et nous avons vu de l'or. Du cobalt. Du pétrole. Et, surtout, des peuples debout. Alors nous avons dit, assez. Ce sommet ne marque pas la rupture avec le monde. Il marque la réconciliation avec nous-mêmes. Certains ont tenté de nous diviser, de saboter notre rencontre. Ils ont échoué. Car ce n'est plus l'ère de la peur. L'Afrique n'est pas une cour arrière. Elle est un continent mère. Et désormais, elle parle d'une seule voix.
Il marqua une pause. Puis ajouta, plus lentement. À ceux qui, dans les capitales lointaines, pensent que l'Afrique restera docile, sachez ceci. Nous n'avons pas besoin de permission pour exister. Aujourd'hui, nous lançons officiellement le pacte de Bobo-Dioulasso. Et dans 6 mois, nous lancerons notre monnaie. Une monnaie du peuple, adossée à la richesse réelle. Une monnaie qui ne pourra pas être gelée par décret. La salle se leva d'un seul mouvement. Les chefs d'État, les représentants, les délégués, les citoyens. Des chants éclatèrent. Des pleurs aussi. Ce moment devint un tournant historique. Les caméras filmèrent le visage de Traoré, impassible mais habité. Son image, debout devant la tribune, entourée de drapeaux africains, devint l'icône d'une génération. Dans les heures qui suivirent, les premières répliques internationales tombèrent. La France annonça la suspension de ses programmes de coopération avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger. La Banque mondiale déclara qu'elle réévaluerait ses engagements avec toute nation remettant en question ses obligations de dette. Mais en Afrique, un autre mouvement prenait forme. Des manifestations éclatèrent à Dakar, Kinshasa, Yaoundé, Lusaka, les peuples demandaient leur propre sommet. Et dans les rues de Bobo-Dioulasso, cette nuit-là, une jeune fille de 12 ans, tenant la main de sa grand-mère, leva les yeux vers les étoiles et dit « Maman, c'est ça, être libre ?» 3 mois plus tard, dans une salle sobre du ministère de l'économie à Ouagadougou, les derniers essais techniques étaient en cours. Sur un écran, les ingénieurs faisaient défiler l'interface numérique d'une nouvelle plateforme monétaire. Le kourou nom tiré d'un mot mossi signifiant « racine profonde ». Cette monnaie, conçue par une coalition d'économistes africains, de cryptographes et de spécialistes des ressources, avait une architecture inédite, adossée non pas à des devises étrangères, mais à un panier de matières premières souveraines, or, uranium, coton, lithium, cacao. Une version numérique, sécurisée et inviolable, coexisterait avec une version physique, pour assurer l'inclusion rurale. Le lancement officiel fut fixé au 4 août, jour de la révolution de Sankara. Ce choix n'était pas symbolique. C'était une réponse historique à 40 années de dépendance monétaire et de soumission au franc CFA. Quand arriva le jour J, Ibrahim Traoré apparut de nouveau à la télévision, mais cette fois sans grand discours. Il tenait simplement un billet vert foncé, orné du visage de Sankara d'un côté, et d'un champ de mil de l'autre. Il dit : « Voici le kourou. Il est à nous. Il appartient au peuple. Il vivra de notre travail et de notre volonté. » Les conséquences furent immédiates. Français en France, le ministère des Finances annonça la suspension de tous les accords de coopération avec les États ayant adopté le kourou. États-Unis aux États-Unis, le département d'État évoqua une inquiétude sérieuse quant à la stabilité de la région. Chinois la Chine, plus pragmatique, envoya une délégation commerciale discrète à Ouagadougou 2 semaines plus tard. Russe la Russie proposa une coopération énergétique et militaire renforcée. Mais le plus impressionnant ne vint pas de l'extérieur. Dans les semaines qui suivirent, le Bénin annonça l'ouverture d'un dialogue national sur la sortie du franc CFA. Le Togo emboîta le pas. En Guinée, un mouvement de jeunesse baptisé « Kourou pour tous » lança des campagnes de sensibilisation dans les universités. Mais tout ne fut pas facile. Le FMI coupa ses lignes de crédit. Des banques étrangères refusèrent de reconnaître le kourou dans leurs échanges. Le Burkina Faso dut faire face à un blocus financier discret mais implacable, les lettres de crédit furent refusées, les fournisseurs internationaux exigeaient des paiements en dollars à l'avance, les plateformes de change internationales classèrent le kourou comme « devise non convertible ». Les prix de certains biens importés grimpèrent. Les classes moyennes furent mises sous pression. Des rumeurs de pénurie circulèrent. L'opposition politique accusa le président de précipiter le pays dans l'abîme. Mais alors que tout semblait s'assombrir, une nouvelle scène inattendue secoua le continent. Dans une vidéo virale venue de Kaya, une ville moyenne du Burkina, on voyait une classe de collégiens tenant en main leur propre kourou scolaire, des coupons monétaires créés pour récompenser les élèves les plus assidus et permettant d'acheter des fournitures locales. La professeure, une femme énergique nommée Madame Aïcha, déclara dans la vidéo : « On n'attend plus l'aide. On produit notre avenir. »
Même à petite échelle. Le Kourou commence ici. Cette vidéo, reprise par Al Jazeera, BBC Africa et des centaines de comptes africains sur TikTok, relança un vent d'espoir. L'idée n'était plus seulement économique, elle devenait culturelle, identitaire, existentielle. Un an plus tard, alors que le monde traversait une nouvelle crise énergétique, le Burkina Faso signait un accord trilatéral avec le Mali et le Niger, la création d'un corridor énergétique, agricole et minier autogéré, avec une banque de développement commune, la Banque de l'avenir africain. Basée à Bamako et opérant exclusivement en Kourou. L'ONU tenta timidement de proposer une médiation sur la question du franc CFA. L'Union européenne, elle, mit sur la table des accords commerciaux alternatifs pour ne pas perdre totalement pied. Mais Traoré refusa l'euphorie. Dans un discours prononcé au Parlement, il conclut avec gravité. L'indépendance n'est pas un moment. C'est un combat quotidien. Nous avons posé la première pierre. C'est à vous tous, maintenant, de bâtir la maison. Il avait orchestré un sommet trilatéral avec les présidents du Mali et du Niger, deux autres pays du Sahel qui entretenaient des relations complexes avec la France et leurs propres griefs, exploitation économique et ingérence étrangère. Les trois dirigeants se sont rencontrés non pas dans une salle de sommet officielle, mais dans une salle de conférence surplombant les marchés animés de Bamako, baignés par les sons et les images d'un commerce africain authentique, florissant bien avant la colonisation européenne et qui perdurerait longtemps après. Le symbolisme était délibéré et puissant. Trois dirigeants africains traçaient leur avenir économique au cœur de l'entreprise africaine, loin des salles de conférences stériles où le sort de leur nation avait si souvent été décidé par d'autres. Ce qu'ils ont signé serait plus tard appelé l'accord SO par le Financial Times, du nom du légendaire Séoterra de Guinée, qui avait choisi la pauvreté plutôt que la soumission coloniale des décennies plus tôt. Mais contrairement au geste symbolique de Séoterra, cet accord reposait sur un pouvoir concret. Les trois présidents s'engageaient à créer un bouclier économique trilatéral, partageant les réserves d'or, instaurant des protections mutuelles des flux commerciaux, et créant une banque régionale d'urgence totalement indépendante des systèmes financiers européens. L'accord était remarquable non seulement par son ambition, mais aussi par son caractère pratique. Plutôt que de grandes déclarations d'unité panafricaine qui avaient caractérisé les précédentes initiatives régionales, l'accord SO reposait sur des engagements précis et mesurables. Lors partagés, les réserves seraient physiquement réparties dans des installations sécurisées dans les trois pays, rendant impossible leur gel ou leur manipulation par une puissance étrangère. Les échanges commerciaux entre les trois pays seraient régis par un système de troc adossé aux réserves de ressources, éliminant ainsi la dépendance aux devises étrangères susceptibles d'être manipulées par des puissances extérieures. La Banque régionale d'urgence conserverait des réserves d'or physiques équivalent à au moins 6 mois de fonctionnement combiné des gouvernements des trois pays. Mais l'aspect le plus révolutionnaire de l'accord résidait dans son mécanisme de transparence. Toutes les réserves d'or, tous les flux de ressources et toutes les transactions financières seraient enregistrées sur un système blockchain open source, accessible et vérifiable par tout citoyen des trois pays. Il ne s'agissait pas seulement d'indépendance économique. Il s'agissait d'une démocratie économique à une échelle jamais atteinte auparavant. Le gel financier de la France, destiné à isoler et à affaiblir le Burkina Faso, avait au contraire catalysé la création de l'alliance économique la plus indépendante et la plus transparente de l'histoire africaine. Trois pays du Sahel, contrôlant d'immenses richesses minérales et des positions géographiques stratégiques, construisaient un nouveau front financier susceptible de remodeler l'ensemble du paysage économique de l'Afrique de l'Ouest. Les implications étaient stupéfiantes. En cas de succès, l'accord SO pourrait servir de modèle à d'autres pays africains cherchant à échapper au réseau de dépendance financière qui avait caractérisé l'ère postcoloniale. Les sociétés minières européennes, habituées à extraire les ressources africaines à des prix inférieurs à ceux du marché, allaient se heurter à une résistance coordonnée de la part des nations contrôlant d'importantes parts des réserves mondiales d'or, d'uranium et de terres rares. Mais surtout, l'accord incarnait un nouveau type de leadership africain. Pragmatique plutôt que rhétorique, stratégique plutôt que réactif, il se concentrait sur la construction de systèmes alternatifs plutôt que sur la simple critique des systèmes existants. Faure et ses homologues ne se contentaient pas de déclarer leur indépendance vis-à-vis du contrôle économique français. Ils construisaient les infrastructures nécessaires à la pérennisation de cette indépendance.
La réaction internationale fut rapide et spectaculaire. Moins d'une semaine après l'annonce de l'accord du SEAU, les actions des sociétés minières européennes commencèrent à perdre de la valeur, les investisseurs étant confrontés aux conséquences de la nationalisation simultanée des ressources dans plusieurs pays africains. Sur les sites miniers des 3 pays, les travailleurs non payés en raison du gel financier organisèrent des manifestations qui dépassèrent rapidement les simples conflits du travail pour devenir des manifestations plus larges de soutien à l'indépendance économique. Les médias internationaux, initialement sceptiques face à ce qui semblait être un autre geste politique africain grandiose, commencèrent à s'y intéresser sérieusement. Les implications pratiques de l'accord devinrent évidentes. Il ne s'agissait pas de politique symbolique, mais d'une guerre économique menée avec une précision chirurgicale. Le Financial Times publia une longue analyse intitulée « La révolution du SEAU, comment 3 nations africaines ont peut-être changé la donne à jamais ». Le Wall Street Journal publia un article en première page examinant les implications mondiales potentielles des monnaies alternatives adossées à des ressources naturelles. Même les publications européennes les plus sceptiques reconnurent qu'un événement sans précédent se produisait au Sahel. Mais le développement le plus significatif ne provenait pas de la couverture médiatique internationale, mais d'une fuite qui allait transformer le récit complet des actions de la France. Une note des services de renseignement français datée de 4 semaines avant le gel financier fut obtenue par des journalistes d'investigation et révéla le cynisme calculateur qui sous-tendait la stratégie française. Cette note, portant la mention « Confidential Broadcast Restreint », décrivait un plan global visant à provoquer l'instabilité financière dans la région du Sahel. L'objectif n'était pas simplement de punir le Burkina Faso pour sa politique étrangère indépendante, mais de créer une crise qui forcerait les 3 pays du Sahel à accepter un contrôle économique renouvelé de la France. Le plan prévoyait explicitement une pression financière coordonnée, un soutien aux groupes d'opposition politique et une manipulation stratégique des flux d'aide internationale afin de créer les conditions propices à une telle situation. L'intervention française semblait nécessaire et bienvenue. Lorsqu'Al Jazeera révéla l'affaire, sous le titre « Le manuel néocolonial » et comment la France prévoyait de déstabiliser le Sahel, la crédibilité française fut considérablement endommagée. La note révélait non seulement le ciblage spécifique du Burkina Faso, mais aussi une stratégie plus large visant à maintenir le contrôle économique sur les anciennes colonies par la manipulation financière et l'ingérence politique. Les alliés européens, déjà mal à l'aise avec l'approche autoritaire de la France dans les relations africaines, prirent leur distance avec des politiques qui apparaissaient désormais ouvertement néocoloniales. Cette fuite transforma fondamentalement le débat international. Ce qui avait initialement été présenté comme une réponse légitime au développement politique préoccupant au Burkina Faso se révélait désormais comme faisant partie d'une campagne calculée visant à maintenir la domination économique française par la déstabilisation et la manipulation. Trayor n'eut même pas besoin de réagir à ces révélations. Les documents parlaient d'eux-mêmes, validant tout ce qu'il avait affirmé sur l'ingérence française et l'exploitation des ressources. Mais même si l'opinion internationale évoluait en sa faveur, Trayor ne se contenta pas de se justifier. Il comprit que les cycles médiatiques sont courts et qu'un changement durable nécessite la mise en place de systèmes qui survivent aux gros titres. Ce qu'il fit ensuite prouverait que sa réflexion stratégique allait bien au-delà des manœuvres politiques conventionnelles. Au 10e jour du gel financier français, alors que les responsables européens entamaient discrètement des discussions sur la manière de revenir sur leur stratégie ratée sans perdre la face, Thor accorda une interview télévisée qui allait consolider sa réputation de l'un des dirigeants les plus novateurs de sa génération. Mais il ne s'agissait pas d'une interview politique conventionnelle destinée à marquer des points rhétoriques face à ses adversaires. Il s'agissait plutôt d'un événement inédit dans la communication politique africaine. L'interview fut menée non pas en français, la langue coloniale qui avait dominé le discours politique africain pendant des générations, mais dans une langue maternelle plus ancienne, l'une des plus parlées au Burkina Faso. Cette décision était délibérément symbolique, un rejet du colonialisme linguistique et une affirmation que les dirigeants africains pouvaient communiquer avec leur peuple avec leur propre voix, avec leurs propres mots, exprimant des concepts qui n'existaient peut-être même pas dans les langues européennes. Mais le contenu de l'interview était encore plus révolutionnaire que son langage. S'adressant directement à son peuple, dans des termes qu'il pouvait comprendre sans traduction, Trayor annonça la prochaine étape de ce qui allait rapidement devenir le modèle d'indépendance économique du Burkina Faso.
Notre nouvelle banque régionale, annonça-t-il avec la même confiance tranquille qui avait caractérisé toutes ses déclarations publiques, ne sera adossée ni à l'euro, ni au dollar, ni à aucune monnaie contrôlée par ceux qui nous exploitent depuis des générations. Elle sera adossée à nos réserves d'or, vérifiées non par des auditeurs étrangers dépendants de gouvernements étrangers, mais par des scanners de drones et des images satellites que nos propres techniciens contrôlent et auxquels notre population peut accéder. Les implications étaient stupéfiantes. Les systèmes bancaires traditionnels, même contrôlés par des pays en développement, dépendaient en fin de compte de leur intégration aux réseaux financiers mondiaux, toujours dominés par les anciennes puissances coloniales. Treyer proposait quelque chose de totalement différent, un système monétaire fondé sur des ressources physiques vérifiées, inviolables par des acteurs extérieurs. Mais il n'avait pas terminé, les caméras continuaient de tourner, diffusant ses propos non seulement au Burkina Faso, mais aussi auprès des communautés de la diaspora africaine du monde entier, qui suivaient l'affaire avec un enthousiasme croissant. Treyer dévoila ce qu'il appela le grand livre du peuple. Nous numérisons notre terre, expliqua-t-il dans un langage simple et compréhensible par tout citoyen. Chaque gramme d'or provenant de notre sol sera comptabilisé. Chaque minerai appartenant à notre peuple sera suivi depuis sa sortie du sol jusqu'à sa contribution au développement national. Chaque citoyen du Burkina Faso aura accès à ces informations. Vous saurez précisément quelles richesses proviennent de votre territoire, comment elles sont utilisées et comment elles profitent à votre communauté. Le grand livre populaire était plus qu'un simple système comptable. Il s'agissait d'une refonte complète de la relation entre les citoyens et leurs ressources naturelles. Grâce à la technologie blockchain, chaque transaction impliquant les richesses minérales du Burkina Faso serait enregistrée dans une base de données publique accessible à tous depuis leur téléphone portable. Les citoyens pourraient suivre la mine d'or de leur région, connaître les revenus qu'elle génère et vérifier que les parts appropriées sont investies dans des projets de développement local. Mais Treyer poussa le concept encore plus loin. Chaque citoyen se verrait attribuer un identifiant unique dans le système et recevrait un dividende trimestriel direct basé sur l'extraction des ressources du pays. Il ne s'agissait pas d'une aide gouvernementale sujette à manipulation politique, mais d'une distribution algorithmique basée sur des revenus vérifiés provenant des ressources, qu'aucun politicien ne pourrait modifier ou retenir. Même les analystes de crypto-monnaies de la Silicon Valley, initialement sceptiques face à ce qui semblait être un simple coup politique. Même les analystes de crypto-monnaies de la Silicon Valley, initialement sceptiques face à ce qui semblait être un simple coup politique, commencèrent à s'y intéresser sérieusement dès la publication des détails techniques du système. L'architecture blockchain était sophistiquée, intégrant plusieurs couches de vérification et des systèmes de sécurité redondants. Ce système garantissait l'intégrité des données, la transparence complète des flux financiers, et surtout l'impossibilité pour quiconque, qu'il soit politicien, banquier ou acteur extérieur, de manipuler les revenus issus des ressources naturelles du pays. Cette innovation technologique, combinée à une vision politique audacieuse, marquait un tournant historique dans la manière dont les pays africains pouvaient reprendre le contrôle de leur destin économique. Ainsi, Traoré ne se contentait pas de dénoncer l'ingérence étrangère, il bâtissait concrètement les bases d'une souveraineté économique nouvelle, tangible et durable. Son initiative inspirait déjà d'autres nations africaines à envisager des alternatives similaires, faisant naître l'espoir d'une Afrique maîtresse de ses ressources et de ses richesses. Le monde observait, intrigué et parfois inquiet, tandis que le Sahel devenait le théâtre d'une révolution silencieuse, économique et technologique, aux conséquences potentiellement majeures pour l'équilibre des puissances internationales. Face à cette révolution silencieuse, les puissances traditionnelles commencèrent à ajuster leur stratégie. Plusieurs institutions financières internationales exprimèrent leur inquiétude face à ce modèle novateur qui remettait en cause des décennies de dépendance économique. Les pressions diplomatiques se multiplièrent, accompagnées de menaces voilées, mais aussi de tentatives de négociations secrètes. Cependant, Traoré et ses alliés restèrent fermes, convaincus que l'avenir de l'Afrique passait par cette nouvelle voie d'indépendance et de transparence. Le soutien populaire grandissait, galvanisé par une communication efficace et une gouvernance plus inclusive, renforçant la légitimité du projet. Dans les mois qui suivirent, d'autres pays de la région exprimèrent leur intérêt pour rejoindre l'Alliance, renforçant le poids économique et politique de cette nouvelle coalition. L'initiative ne se limitait plus à un simple accord, elle devenait un véritable mouvement continental vers une autonomie retrouvée.
La bataille économique se poursuivait, mais avec désormais une nouvelle donne. L'Afrique ne se laisserait plus dicter ses choix par des intérêts étrangers. Une nouvelle ère commençait, portée par la détermination, l'innovation et la volonté farouche de changer le cours de l'histoire. Alors que l'Alliance gagnait en puissance, des initiatives parallèles virent le jour pour moderniser les infrastructures, renforcer la formation technique et encourager l'innovation locale. Des investissements dans les technologies vertes et durables furent prioritaires, assurant que cette nouvelle indépendance économique ne compromette pas l'avenir écologique de la région. Parallèlement, la jeunesse africaine, souvent exclue des sphères décisionnelles, trouva dans ce projet un espace d'expression et d'engagement. Des programmes d'éducation numérique furent lancés, permettant à une nouvelle génération de comprendre, de participer et d'influencer les choix économiques et politiques de leur pays. Les gouvernements impliqués mirent également en place des mécanismes stricts de lutte contre la corruption, en s'appuyant sur la transparence offerte par la blockchain. Ce cadre novateur permit de restaurer la confiance entre citoyens et institutions, facteur clé de la stabilité politique et sociale. Malgré les pressions extérieures et les défis internes, la région du Sahel se transforma progressivement en un modèle de résilience et d'autonomie, prouvant que la coopération africaine pouvait créer des alternatives viables et prospères. L'histoire d'Ibrahim Traoré et de ses alliés s'inscrivit ainsi dans une dynamique plus large de réappropriation, illustrant le potentiel immense de l'Afrique lorsqu'elle se mobilise pour défendre ses intérêts avec intelligence et détermination. Cependant, cette nouvelle ère ne fut pas sans défi. Les anciens pouvoirs économiques, déstabilisés, intensifièrent leurs manœuvres pour reprendre le contrôle, usant de pressions politiques, économiques et parfois militaires dans la région. Des campagnes de désinformation tentèrent de semer le doute sur la légitimité et la viabilité de l'alliance. Mais la population, mieux informée grâce à la transparence des nouveaux systèmes, resta mobilisée. Les dirigeants de l'Alliance multiplièrent les efforts diplomatiques pour construire des partenariats équilibrés avec d'autres nations et organisations internationales, cherchant à sécuriser un soutien plus large et à légitimer leur démarche sur la scène mondiale. Au fil du temps, l'initiative du Sahel devint un symbole d'espoir pour tout le continent, illustrant qu'une véritable indépendance économique est possible, portée par la coopération régionale, la technologie et une gouvernance innovante. Ainsi, de la tentative de gel financier imposée par une ancienne puissance coloniale naquit une dynamique capable de redéfinir les rapports de force mondiaux, inscrivant durablement l'Afrique comme un acteur autonome et influent dans l'économie globale. L'histoire que nous venons de raconter reste un témoignage puissant du courage et de la vision d'hommes comme Ibrahim Traoré, prêts à défier l'ordre établi pour bâtir un avenir meilleur pour leur peuple. Au-delà des frontières du Sahel, cette révolution économique suscita un écho retentissant. D'autres nations africaines commencèrent à observer, parfois à imiter, cherchant à s'émanciper des mécanismes traditionnels de contrôle économique. Le modèle du Burkina Faso, du Mali et du Niger devint une référence, une preuve tangible que l'autonomie était accessible. Cette dynamique donna naissance à un nouvel esprit panafricain, fondé non plus sur des discours mais sur des actions concrètes et mesurables. Les peuples africains, longtemps marginalisés dans la gestion de leurs ressources, reprenaient peu à peu la maîtrise de leur destinée. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré devint une figure emblématique, non seulement d'une résistance, mais aussi d'une créativité politique et économique innovante. Son leadership montrait la voie vers un futur où l'Afrique serait actrice de son propre développement, déterminée à ne plus être spectatrice des décisions prises ailleurs. Cette histoire illustre, avec force et espoir, que même face aux obstacles les plus redoutables, la volonté collective, appuyée par des stratégies audacieuses et des technologies modernes, peut transformer la faiblesse apparente en un levier puissant de souveraineté. Ainsi s'écrit une nouvelle page de l'histoire africaine, celle d'une renaissance économique, politique et culturelle, où l'indépendance n'est plus un simple slogan, mais une réalité concrète façonnée par ceux qui osent croire en leur puissance. Avec le temps, cet élan se traduisit par la mise en place de réseaux régionaux de coopération économique, renforçant les échanges et favorisant la création de marchés locaux dynamiques, moins dépendants des fluctuations des monnaies étrangères. Des projets communs en matière d'énergie, d'agriculture et d'infrastructures virent le jour, intégrant une vision durable et respectueuse des ressources naturelles. Cette transformation porta également un changement profond dans la perception internationale de l'Afrique.
De continent souvent présenté sous le prisme de la pauvreté et de la dépendance, il devint un acteur incontournable du nouvel ordre économique mondial, un symbole d'innovation et de résilience. Les générations futures, nourries par cet exemple, purent envisager un avenir où leurs richesses ne seraient plus spoliées, mais utilisées pour leur bien-être et leur développement. Ibrahim Traoré et ses alliés avaient ainsi ouvert la voie à une ère nouvelle, où l'Afrique réécrivait son destin avec fierté et détermination. L'intégration de l'imagerie satellite était à la pointe de la technologie, utilisant des algorithmes avancés pour suivre l'activité minière en temps réel. L'interface citoyenne était intuitive et accessible, conçue pour fonctionner sur des smartphones basiques, même dans les zones où la connexion Internet est limitée. Forbes a publié une analyse intitulée « La révolution blockchain que l'Afrique n'a pas vu venir ». Elle examine comment le système de transparence des ressources du Burkina Faso pourrait devenir un modèle pour les pays en développement du monde entier. TechCrunch a publié un long article sur l'innovation technique à l'origine du registre populaire, soulignant que même les pays développés n'avaient pas réussi à atteindre le niveau de transparence gouvernementale mis en œuvre par Traoré. Harvard Business Review a publié une étude de cas examinant comment le système pourrait révolutionner la gouvernance des ressources dans les pays en développement. La communauté internationale du développement, initialement sceptique face à ce qui semblait être un coup de pub, a commencé à reconnaître qu'un événement véritablement sans précédent était en train de se produire. La Banque mondiale, malgré la pression politique des principaux pays donateurs, a discrètement commencé à étudier le modèle du Burkina Faso comme un cadre potentiel pour améliorer la gouvernance dans les pays en développement riches en ressources. Des responsables des Nations Unies, s'exprimant officieusement, ont reconnu que les initiatives de transparence de Traoré allaient bien au-delà de tout ce que les dirigeants africains précédents avaient tenté. Mais le plus important, peut-être, c'est que le système fonctionnait réellement. Quelques semaines après sa mise en œuvre, les citoyens du Burkina Faso accédaient au registre populaire depuis leur téléphone, suivant l'extraction des ressources dans leur région et vérifiant que les projets de développement promis étaient effectivement financés et mis en œuvre. Pour la première fois dans l'histoire de leur pays, les citoyens ordinaires disposaient d'un accès direct et vérifiable aux informations sur les richesses minérales de leur pays et leur utilisation. La France n'avait pas seulement échoué à intimider Traoré. Elle avait, par inadvertance, inspiré la création de l'économie basée sur les ressources la plus transparente au monde, un système que d'autres pays africains commençaient déjà à étudier et à adapter à leur propre situation. Le gel financier, censé mettre le Burkina Faso à genoux, avait en réalité catalysé l'innovation la plus significative en matière de gouvernance africaine depuis les indépendances. Le revirement de stratégie français fut rapide et humiliant. Sans aucune annonce officielle, sans aucune cérémonie diplomatique, la France a discrètement levé le gel financier. Les systèmes bancaires qui avaient bloqué les transactions du Burkina Faso ont soudainement repris leurs opérations normales. Les comptes gelés ont été dégelés. Les systèmes de paiement internationaux qui avaient été suspendus ont été réactivés. Les responsables français, pressés par les médias internationaux, n'ont fait que des déclarations sur l'amélioration de la coopération diplomatique et le dialogue constructif avec les partenaires régionaux. Aucune excuse n'a été présentée pour les dommages économiques causés par le gel. Personne n'a reconnu que la stratégie s'était retournée contre elle de manière spectaculaire. Aucune explication n'a été donnée quant à la raison pour laquelle une politique justifiée comme nécessaire à la stabilité régionale a été soudainement abandonnée sans atteindre aucun de ses objectifs déclarés. Le silence de Paris en disait long. Pour un gouvernement habitué à dicter ses conditions à ses anciennes colonies, l'incapacité à forcer le Burkina Faso à se soumettre représentait un changement fondamental dans l'équilibre des pouvoirs. Les armes financières qui avaient été utilisées avec succès pendant des décennies pour maintenir l'influence française en Afrique avaient non seulement échoué, mais elles avaient renforcé le mouvement d'indépendance qu'elles étaient censées écraser. Entre-temps, Ibrahim Traoré s'est retrouvé transformé, passant d'un leader régional aux prises avec des défis nationaux à un symbole mondial de résistance et d'innovation. Les invitations ont afflué du monde entier. L'Union africaine l'a invité à prononcer un discours liminaire lors de son sommet annuel. Les nations les plus riches, toujours intéressées par des alternatives au système financier dominé par l'Occident, ont demandé sa participation à leur conférence sur le développement économique. Des universités, de Harvard à Oxford en passant par la London School of Economics, l'ont invité à parler de ses innovations en matière de gouvernance des ressources.
Mais il ne s'agissait pas des invitations cérémonielles typiques adressées aux dirigeants africains par courtoisie diplomatique. Il s'agissait de demandes substantielles émanant d'institutions sérieuses qui reconnaissaient que quelque chose de véritablement important se passait au Burkina Faso. Traoré n'était pas invité en tant que représentant du symbolisme africain. Il était invité en tant qu'innovateur dont les idées pouvaient avoir des applications mondiales. Son discours devant l'Union africaine a été particulièrement significatif. S'adressant à un public de dirigeants africains qui luttent depuis des décennies pour transformer les richesses issues des ressources naturelles en développement durable, Traoré a présenté une vision globale de l'indépendance économique de l'Afrique qui va bien au-delà des circonstances de sa propre nation. Pendant trop longtemps, a-t-il déclaré aux chefs d'État réunis, nous avons accepté que notre rôle dans l'économie mondiale consiste à fournir des matières premières aux autres, puis à acheter des produits finis au prix qu'ils fixent. Nous avons accepté que notre richesse transite par des systèmes financiers que nous ne contrôlons pas, soumis à des règles que nous n'avons pas écrites, vulnérables à la manipulation de ceux qui nous considèrent comme des concurrents à contenir plutôt que comme des partenaires à respecter. Il a marqué une pause, laissant ces mots trouver un écho auprès de dirigeants qui, chacun à leur manière, ont connu les frustrations de naviguer dans des systèmes internationaux conçus pour maintenir les déséquilibres de pouvoir existants. Mais nous ne sommes pas condamnés à une dépendance perpétuelle. Nous contrôlons les ressources dont le monde a besoin. Nous possédons un capital humain capable d'innover et de créer. Nous disposons des outils technologiques nécessaires pour bâtir des systèmes transparents et responsables, au service de nos populations plutôt que des intérêts étrangers. La question n'est pas de savoir si nous pouvons accéder à l'indépendance, mais si nous avons le courage de la saisir. La réponse a été fulgurante. Il ne s'agissait pas de concepts abstraits ni de belles paroles. Il s'agissait de stratégies pratiques dont Traoré avait déjà prouvé l'efficacité. D'autres dirigeants africains ont commencé à le contacter en privé. Les entreprises minières, habituées à une extraction opaque des ressources, se sont retrouvées confrontées à des demandes de reddition de comptes de la part de gouvernements auparavant passifs. 6 mois après la signature de l'accord avec le SO, le Ghana a annoncé son intention de mettre en œuvre une version modifiée du registre populaire pour son secteur aurifère, tandis que le Nigeria a commencé à développer un système basé sur la blockchain pour le suivi des revenus pétroliers. La République démocratique du Congo a entamé des discussions sur la création d'un réseau régional de transparence pour l'extraction du cobalt. Ce qui avait commencé comme une réponse désespérée du Burkina Faso à la guerre financière est devenu un mouvement continental en faveur de la souveraineté des ressources et de la transparence économique. Cette transformation ne s'est pas limitée aux initiatives gouvernementales. Des organisations de la société civile de toute l'Afrique ont commencé à exiger une transparence similaire de la part de leur propre gouvernement. Des mouvements étudiants se sont organisés autour du principe que les citoyens avaient le droit de savoir exactement comment les ressources de leur pays étaient utilisées. Les chefs traditionnels, dont les communautés étaient souvent situées au cœur des gisements minéraux les plus précieux, ont commencé à revendiquer leur droit à participer directement aux accords d'extraction des ressources. La conférence BRIC+ a été tout aussi importante, mais pour des raisons différentes. S'adressant à un public composé de dirigeants de Chine, de Russie, d'Inde et du Brésil, pays qui entretenaient leurs propres relations complexes avec les systèmes financiers occidentaux, Traoré a présenté son modèle de transparence, basé sur les ressources, qui pourrait servir de cadre à des alternatives plus larges au commerce international dominé par le dollar. Nous avons prouvé, a-t-il déclaré lors de la conférence, qu'il est possible de construire des systèmes financiers fondés sur des richesses physiques vérifiées plutôt que sur des monnaies fiduciaires sujettes à des manipulations politiques. Nous avons démontré que les pays en développement peuvent utiliser la technologie pour instaurer une transparence supérieure à celle des pays développés. Nous avons démontré que l'indépendance économique n'est pas un rêve. C'est un objectif réalisable pour toute nation disposant des ressources et de la volonté nécessaires. Les implications s'étendent bien au-delà de l'Afrique. Si les pays en développement riches en ressources parvenaient à mettre en œuvre avec succès le modèle Traoré, cela pourrait transformer fondamentalement les relations économiques mondiales. Ces pays ne seraient plus contraints d'accepter les conditions proposées par les institutions financières internationales. Leurs ressources ne seraient plus extraites à des prix inférieurs à ceux du marché par des sociétés étrangères opérant dans le cadre d'accords opaques. Leurs politiques économiques ne seraient plus soumises à des manipulations externes par le biais de pressions financières.
Les responsables chinois, tout en maintenant leur neutralité diplomatique, ont discrètement commencé à étudier l'accord SO comme un modèle potentiel pour leur partenariat dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route. Les entreprises énergétiques russes, confrontées à leurs propres restrictions financières liées aux sanctions, ont exprimé leur intérêt pour des systèmes commerciaux basés sur les ressources qui contournent les réseaux financiers occidentaux traditionnels. Des entreprises technologiques indiennes ont proposé leur assistance technique pour la mise en œuvre de systèmes de transparence basés sur la blockchain dans d'autres pays en développement. L'Union européenne s'est quant à elle trouvée dans l'obligation de s'adapter à un contexte en rapide évolution. Les programmes traditionnels d'aide au développement, souvent critiqués pour créer une dépendance plutôt que de favoriser un véritable développement, sont soudainement apparus obsolètes par rapport au modèle Traoré de souveraineté transparente des ressources. Les sociétés minières européennes, habituées à négocier avec les nations africaines individuelles en position de force, sont désormais confrontées à la perspective de traiter avec des blocs régionaux coordonnés qui conservent des registres publics détaillés de toutes les activités d'extraction de ressources. Mais, peut-être plus important encore, Traoré a démontré que le leadership africain pouvait être innovant plutôt que réactif, stratégique plutôt que défensif, axé sur la construction d'alternatives plutôt que sur la simple critique des systèmes existants. Il ne se contentait pas de résister à la domination économique occidentale. Il proposait une alternative concrète que d'autres nations pouvaient étudier, adapter et mettre en œuvre en fonction de leur situation et de leurs capacités. La transformation a été remarquable, non seulement par son ampleur, mais aussi par sa rapidité. En moins de 3 mois, Traoré était passé du statut de leader régional confronté à une crise financière à celui de symbole mondial de gouvernance innovante et d'indépendance économique. La tentative de la France de briser son indépendance avait au contraire amplifié son influence bien au-delà de ce que toute diplomatie ou économie conventionnelle pouvait imaginer. Le succès aurait pu être atteint. L'histoire de la réponse d'Ibrahim Traoré et du Burkina Faso à la guerre financière française est devenue plus qu'une simple étude de cas géopolitique. Elle est devenue un modèle de la manière dont les petites nations pouvaient exploiter leurs atouts, leurs principes et leurs capacités technologiques pour résister à la pression de puissances bien plus grandes. Les leçons ont largement dépassé l'Afrique, offrant des perspectives pertinentes pour tout pays cherchant à préserver son indépendance dans un monde interconnecté dominé par quelques grandes puissances. Mais ce qui a rendu cette histoire vraiment captivante n'était pas seulement son issue positive. C'était la manière dont un pays considéré comme périphérique par l'ordre mondial avait su prendre l'initiative, redéfinir les règles du jeu et montrer que la souveraineté ne dépendait pas uniquement de la puissance militaire ou financière mais de la vision, de la technologie, et du lien entre gouvernants et gouvernés. Dans les mois qui suivirent, le Burkina Faso devint un point de référence incontournable pour les délégations étrangères, les ONG, les agences de développement, et même les multinationales cherchant à comprendre cette nouvelle dynamique. Des journalistes du New York Times, de The Guardian et d'Al Jazeera s'installèrent temporairement à Ouagadougou, documentant cette transformation nationale devenue globale. À l'intérieur du pays, un changement culturel profond prenait racine. Les jeunes ne rêvaient plus seulement d'émigration ou de carrière en politique. Ils s'intéressaient à la technologie civique, à la gouvernance numérique, à l'agroécologie, à la fabrication locale. Une nouvelle génération voyait en Traoré non un sauveur, mais un déclencheur, celui qui avait montré que la responsabilité pouvait être numérique, publique et vérifiable. Dans les écoles, des enseignants prenaient pour exemple le registre populaire pour illustrer les cours de mathématiques, de sciences et d'instruction civique. Dans les zones rurales, des radios communautaires organisaient des émissions interactives pour que les villageois puissent poser des questions sur les projets miniers en cours dans leur région. Et pour la première fois, les réponses étaient basées sur des données publiques, non sur des rumeurs. La stabilité politique renforcée par la confiance citoyenne transforma également la diplomatie du pays. Le Burkina Faso, jadis relégué aux marges des sommets africains, devint l'un des pays les plus courtisés dans les négociations régionales. Traoré, loin de cultiver un culte de la personnalité, insista pour que d'autres pays n'importent pas seulement le modèle, mais le dépassent. Si ce que nous avons fait vous inspire, améliorez-le. Ne copiez pas, innovez davantage, déclara-t-il lors d'un forum panafricain sur la transparence.
Et tandis que le monde s'efforçait de sortir des crises climatiques, des guerres commerciales et de l'effritement des institutions traditionnelles, un petit pays d'Afrique de l'Ouest rappelait au monde entier que le progrès ne vient pas toujours du sommet, mais parfois, d'une simple décision courageuse prise au bord du précipice. Ce tournant burkinabé provoqua un effet domino dans toute l'Afrique francophone. Des pays comme le Togo, le Bénin et la Centrafrique convoquèrent des conférences nationales pour débattre du modèle de gouvernance transparente inspiré par le Burkina Faso. Au Sénégal, un collectif d'ingénieurs lança une plateforme citoyenne de suivi des infrastructures publiques, directement inspirée du registre populaire burkinabé. En Côte d'Ivoire, une pétition nationale exigea l'audit public des contrats miniers en cours. Le mot d'ordre était clair, si le Burkina peut le faire, pourquoi pas nous ? Mais c'est sur la scène internationale que les répercussions furent les plus inattendues. Lors du sommet du G20, plusieurs pays du Sud ont cité explicitement l'exemple burkinabé pour exiger une réforme du FMI et de la Banque mondiale, appelant à un nouveau pacte financier mondial fondé sur la transparence, l'équité et le respect de la souveraineté des nations. Le terme « modèle Traoré » fit son apparition dans des documents officiels, des résolutions, et même des modules universitaires. Face à cette montée en puissance, la France fut contrainte de revoir en profondeur sa politique africaine. Un audit parlementaire fut lancé sur les relations avec les anciennes colonies. Des diplomates furent remplacés. Et dans un geste sans précédent, le président français dut reconnaître publiquement à l'Assemblée nationale que l'approche coercitive adoptée envers le Burkina Faso avait été une erreur stratégique, éthique et historique. Mais l'aveu, bien que tardif, n'effaça pas le profond ressentiment populaire en Afrique francophone. Dans les rues de Ouagadougou, un nouveau slogan apparaissait sur les murs, les vêtements, et même dans les chansons populaires, « Nous n'obéissons plus, nous construisons ». Le peuple ne voulait plus seulement résister. Il voulait façonner. Et c'est là peut-être le véritable legs d'Ibrahim Traoré. Plus qu'un président, il fut le catalyseur d'un changement d'état d'esprit. Il avait transformé une crise en levier. Une sanction en fondation. Un petit pays en modèle global. Car dans un monde saturé d'images, de discours et de calculs cyniques, le Burkina Faso avait offert quelque chose de rare, un acte. Un système. Une preuve. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour faire basculer l'histoire. Épilogue 5 ans plus tard. À Ouagadougou, dans le nouveau siège vitré de la Banque populaire de la souveraineté, BPS, des lycéens en uniforme parcouraient les expositions numériques. Ils y apprenaient comment leur pays avait bâti, en pleine guerre financière, l'un des systèmes économiques les plus transparents du monde. À l'entrée, une plaque sobre indiquait: ce lieu est dédié à celles et ceux qui ont cru qu'un petit pays pouvait changer les règles. Ibrahim Traoré n'était plus président. Fidèle à ses engagements, il avait refusé de modifier la Constitution pour prolonger son mandat. Il avait quitté le pouvoir avec la même sobriété qu'il l'avait exercé. Mais son héritage était partout. La BPS opérait désormais avec 12 pays partenaires en Afrique. Le « Grand Livre du Peuple » avait été adapté dans plusieurs régions du continent, et même partiellement en Amérique latine. Un consortium afro-asiatique avait vu le jour, reposant sur le principe d'échanges commerciaux adossés à des ressources physiques vérifiées, hors système $-euro. Traoré lui-même vivait discrètement à Gawa, sa ville natale, d'où il dirigeait un institut indépendant sur l'éthique du pouvoir et la technologie civique. Il refusait les décorations officielles, mais acceptait parfois les invitations à parler dans des universités. Lors d'un discours à l'université du Cap, il déclara simplement: on m'appelle parfois visionnaire. Mais je n'ai rien vu d'autre que la vérité, que nos peuples méritaient mieux. Et que pour cela, il fallait oser construire, pas seulement résister. Son discours fut retransmis dans 37 pays. Pendant ce temps, en Europe, en Asie, aux États-Unis, les think tanks discutaient encore du « modèle burkinabé ». Et en Afrique, une génération entière grandissait avec un nouvel horizon, celui d'une souveraineté non pas imposée par l'histoire, mais façonnée par la volonté. Le monde n'avait peut-être pas encore changé. Mais grâce à Traoré, il savait désormais que c'était possible. C'était la démonstration que la réflexion stratégique, un leadership fondé sur des principes, et une utilisation innovante de la technologie pouvaient surmonter des obstacles apparemment insurmontables. La France disposait de tous les atouts dans sa confrontation avec le Burkina Faso,
des ressources financières supérieures, des relations internationales établies, des réseaux diplomatiques sophistiqués et des décennies d'expérience dans la manipulation des dynamiques politiques africaines. Pourtant, elle fut largement déjouée par un dirigeant qui avait compris que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des systèmes existants, mais dans la vision et le courage d'en construire de meilleurs. La question posée par le triomphe de Traore ne concernait pas uniquement l'indépendance africaine ou le néocolonialisme français. Elle interrogeait la nature même du pouvoir. Dans un monde moderne, où la guerre se mène par réseaux informatiques et où la diplomatie se fait par le biais de systèmes financiers, Traoré avait prouvé que la résistance la plus efficace ne consiste pas à opposer la force à la force, mais à changer complètement les règles du jeu. Son innovation allait au-delà des politiques astucieuses ou des manœuvres diplomatiques. Il avait redéfini ce que signifiait être une nation souveraine au XXIe siècle. Au lieu d'accepter que la souveraineté consiste à jouer selon des règles dictées par d'autres, il démontra que la véritable souveraineté est la capacité et la volonté d'écrire ses propres règles et de bâtir les systèmes nécessaires pour les faire respecter. Un an après le gel financier censé l'écraser, Ibrahim Koré s'adressait à l'Assemblée générale des Nations unies, non en suppliant mais en innovateur, partageant un modèle déjà adopté par des dizaines de nations. Son discours n'a pas marqué par sa rhétorique, mais par sa précision. Il exposait concrètement comment toute nation pouvait instaurer une gouvernance transparente, responsable, tournée vers ses citoyens plutôt que vers des intérêts étrangers. Nous ne vous demandons pas la permission d'être libre, déclara-t-il, avec cette même assurance tranquille qui avait caractérisé sa réponse au gel français. La liberté ne peut être donnée ni retirée. Elle se construit une transaction transparente à la fois, une institution responsable à la fois, un citoyen autonome à la fois. Les applaudissements qui suivirent n'avaient rien de la politesse protocolaire souvent réservée aux chefs d'États africains. C'était l'enthousiasme sincère de délégués conscients d'avoir été témoins de quelque chose de nouveau, un dirigeant africain qui avait non seulement résisté aux pressions extérieures, mais les avait transformés en fondation d'une vision inédite. Et vous, qu'auriez-vous fait si une superpuissance avait gelé l'avenir de votre nation? Couper votre accès aux systèmes financiers mondiaux? Imposer des conditions humiliantes? Auriez-vous cédé, négocié, protesté? Ou auriez-vous eu la clairvoyance de regarder au-delà de leur avantage temporaire, la créativité de bâtir ce qu'ils ne pouvaient toucher, et le courage de transformer leur attaque en tremplin vers votre propre souveraineté? Ibrahim Koré a choisi la transformation, l'innovation et la stratégie. Ce choix ne sauva pas seulement le Burkina Faso d'un désastre, il créa un modèle inédit de dignité et d'indépendance dans un monde où la domination se fait désormais par le levier économique plus que par la force militaire. Et pendant que la France pensait avoir toutes les cartes en main, Traoré les redistribuait. Sa réponse révéla à la fois les limites de la coercition financière et le potentiel immense d'un leadership fondé sur les principes. Alors que l'on croyait les petites nations condamnées à accepter les dictats des grandes puissances, Traoré prouva qu'une autre voie était possible, si l'on avait le courage de la créer soi-même. Son discours de 48 minutes continue d'inspirer. Il rappelle que l'indépendance ne s'arrête pas à l'autonomie politique. Elle est aussi économique, technologique et civique. Et puis vint une invitation inattendue, 6 mois plus tard. Non pas d'un autre président africain ou d'une organisation multilatérale, mais d'un consortium d'entreprises de la Silicon Valley parmi les plus influentes du monde technologique. Leur objectif? Étudier de près le système burkinabé du registre populaire, considéré comme l'implémentation la plus aboutie au monde de la technologie blockchain appliquée à la gouvernance. La délégation qui arriva à Ouagadougou ressemblait à un véritable « Wou de l'innovation, investisseur en capital risque, ingénieur de renom, pionnier de la blockchain. Mais il ne venait pas pour offrir une aide ou des subventions. Il venait pour apprendre. Les échanges qui suivirent n'avaient rien des discussions traditionnelles sur l'aide au développement. On y parlait d'algorithmes de gouvernance, de vérification décentralisée, de transparence radicale à grande échelle. Et, chose rare, ce furent les ingénieurs burkinabés qui enseignaient. Nous avons essayé de résoudre le problème de la confiance dans les systèmes numériques depuis des années, avoua un investisseur lors d'un dîner privé. Mais nous n'avions jamais pensé à appliquer cette technologie à la gouvernance citoyenne et à la gestion des ressources naturelles. Vous avez fait ce que nous rêvions seulement d'imaginer. Mais ce qui les impressionna le plus, ce ne fut pas la technologie en elle-même. C'était son efficacité.
En moins d'un an, le registre avait traité plus de 50 000 transactions, suivi 2,3 tonnes d'or, et versé des dividendes à plus de 8 millions de citoyens. Le taux de satisfaction dépassait les 85%, avec une disponibilité de 99,7%, malgré des infrastructures limitées. À leur retour en Californie, certains leaders technologiques commencèrent à repenser leurs propres pratiques. Des entreprises mirent à disposition du public leurs flux financiers internes. Des données autrefois jalousement gardées furent publiées en ligne. Le cours de leurs actions monta. Car, à la surprise générale, les marchés récompensaient cette transparence. Le phénomène fit tache d'huile. Les actionnaires des compagnies minières et énergétiques exigèrent des registres similaires. Même des banques commencèrent à tester des journaux publics de transactions. Le monde suivait le modèle né à Ouagadougou. Pendant ce temps, Ibrahim Traoré observait tout cela avec calme. Son but n'avait jamais été d'imposer un modèle exportable, mais de démontrer qu'un autre chemin était possible. Et voilà que le monde commençait à l'emprunter de lui-même. Les universités suivirent. Le MIT lança le Traore Institute for Digital Governance. La Harvard Business School ajouta un cas d'étude sur le Burkina Faso à son cursus MBA. La LSE s'associa à l'université de Ouagadougou. Mais, cette fois, les chercheurs africains n'étaient pas les objets d'étude. Ils étaient les experts. Ce changement de paradigme s'étendit bien au-delà des institutions. Il toucha les consciences. Dans les écoles de Ouagadougou, des enfants étudiaient désormais non pas la dépendance coloniale, mais la souveraineté numérique. Dans les villages reculés, des jeunes femmes devenaient agentes communautaires de transparence, scannant les codes de suivi des projets miniers avec leurs téléphones rudimentaires. À la radio, les débats populaires ne portaient plus sur la corruption à dénoncer, mais sur les projets à prioriser. Le Burkina Faso, un pays autrefois perçu comme périphérique dans le concert des nations, était devenu un foyer d'influence douce. Non pas par la force ou la richesse, mais par l'idée. Une idée simple, mais profondément révolutionnaire: la transparence est un droit fondamental, et la technologie peut en être le garant. Dans un monde fracturé par la méfiance, où les populations perdaient foi en leur gouvernement, ce petit pays africain proposait une alternative crédible, un contrat social basé sur la vérifiabilité. Et plus encore, il montrait que la confiance n'était pas un luxe réservé aux pays riches, mais un choix politique rendu possible par la volonté et l'intelligence collective. Un an jour pour jour après le lancement du registre populaire, une nouvelle cérémonie eut lieu à Ouagadougou. Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'une allocution présidentielle ni d'un sommet international. Il s'agissait de la remise du tout premier prix mondial de la gouvernance humaine, décerné par un jury indépendant regroupant des universitaires, des représentants de la société civile et d'anciens chefs d'État. Le prix ne fut pas remis à un individu, mais à l'ensemble du peuple burkinabé, en reconnaissance de sa participation active, constante et courageuse à un modèle inédit de transparence partagée. La scène fut sobre, mais historique: une écolière, un agriculteur, une infirmière, et un ancien combattant reçurent la médaille au nom de la nation. Et Ibrahim Traoré, dans un geste devenu emblématique de sa présidence, refusa de monter seul sur scène. Il se contenta de saluer longuement la foule, la main sur le cœur, laissant les citoyens incarner eux-mêmes cette transformation qu'ils avaient rendue possible. Car au fond, le message n'avait jamais été celui d'un héros solitaire défiant l'ordre établi. C'était celui d'un peuple entier qui avait osé croire qu'il méritait mieux et qui, par la clarté de sa vision, avait inspiré le monde entier à repenser ce que gouverner veut dire. Quelques mois après cette cérémonie historique, une nouvelle initiative vit le jour: la Charte de Ouagadougou. Rédigée en collaboration avec des représentants de plus de 20 pays africains, des universitaires, des leaders communautaires et des experts technologiques, elle posait les fondements d'une alliance africaine pour la souveraineté numérique et la transparence des ressources. Ce document, plus qu'un traité, était un manifeste, une déclaration d'indépendance intellectuelle et économique face au paradigme hérité de la colonisation et du capitalisme extractif. Pour la première fois, des États africains envisageaient de mutualiser leurs données minières, leurs outils de transparence et leurs régulations en matière de blockchain. L'objectif ? Créer un registre continental, interopérable et accessible, permettant à chaque citoyen africain de suivre les richesses extraites de son sol et de demander des comptes à ses dirigeants.
Le sommet de lancement de cette charte eut lieu à Addis Abeba, dans les locaux même de l'Union africaine. Ce jour-là, ce n'était pas un président occidental qui trônait au centre de la table des délibérations, mais Ibrahim Traoré, invité à ouvrir la session. Son allocution, brève et sobre, se termina par ces mots. L'Afrique ne demande plus sa place à la table. Elle construit sa propre table, avec ses ressources, ses idées, ses outils. Nous ne cherchons pas à renverser un système pour le plaisir de la rupture. Nous cherchons à bâtir un monde où aucun peuple n'a besoin de supplier pour ce qui lui appartient de droit. Cette vision trouva écho bien au-delà du continent. En Amérique latine, plusieurs pays riches en lithium et en cuivre prirent contact avec l'équipe burkinabé pour adapter le modèle à leur propre réalité. En Asie du Sud-Est, des ONG militaires pour que la gestion des forêts et des ressources hydrauliques s'inspire du registre populaire. En Europe même, des députés de gauche évoquèrent dans leur parlement le « modèle burkinabé » comme alternative crédible au capitalisme financier opaque. Face à cet élan mondial, certains géants économiques tentèrent de riposter. Des lobbies industriels dénoncèrent une « ingérence numérique » dans les affaires privées. Des campagnes de désinformation émergèrent sur les réseaux sociaux, cherchant à discréditer le système burkinabé. Des cyberattaques visèrent même les infrastructures du registre. Mais aucune ne parvint à ébranler la confiance populaire, car la force du système reposait sur sa décentralisation et sa transparence. Traoré, fidèle à son style, ne répondit pas par des accusations. Il fit ce qu'il faisait de mieux, il continua d'avancer. Le Burkina Faso lança un incubateur technologique panafricain baptisé Sankoré Lab, en référence à l'ancienne université de Tombouctou. Là, des jeunes développeurs de tout le continent vinrent apprendre à coder, à concevoir des applications civiques et à réinventer le lien entre gouvernance, données et dignité. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré fit une dernière annonce majeure, presque inattendue, il ne se représenterait pas à la prochaine élection présidentielle. Un système qui dépend d'un seul homme n'est pas un système. Il est temps que la souveraineté technologique soit entre les mains du peuple, et non d'un dirigeant. Je resterai à votre service, mais comme citoyen, pas comme chef d'État. Ce fut un choc. Mais ce fut aussi une leçon. À l'image de ses décisions précédentes, cette annonce incarnait un principe, le vrai pouvoir, c'est celui que l'on sait quitter sans le perdre. Car l'influence de Traoré ne résidait plus dans un bureau présidentiel, mais dans des milliers de serveurs décentralisés, des millions de consciences éveillées, et un continent qui, pour la première fois depuis longtemps, avait commencé à s'appartenir. Des étudiants diplômés du monde entier ont commencé à postuler pour étudier à Ouagadougou, cherchant à apprendre des ingénieurs et des économistes qui avaient bâti le plus grand écosystème au monde, un système avancé de transparence des ressources. Le flux intellectuel n'était pas unidirectionnel. L'expérience du Burkina Faso dans la mise en œuvre d'une transparence radicale avait généré des idées pertinentes pour les défis de gouvernance dans les pays développés également. Les villes américaines, aux prises avec la transparence budgétaire, ont commencé à adopter des versions modifiées du registre populaire pour les dépenses municipales. Les agences environnementales européennes ont mis en place des systèmes de suivi de la pollution en temps réel basés sur les algorithmes de surveillance minière du Burkina Faso. Les provinces canadiennes ont expérimenté des systèmes de dividendes citoyens inspirés du modèle de distribution des revenus des ressources de Traoré. Le succès du modèle du Burkina Faso a inspiré ce que les économistes appelleraient plus tard la deuxième vague d'innovation africaine. Contrairement à la première vague, qui s'était principalement concentrée sur les télécommunications mobiles et les services financiers, cette deuxième vague s'est caractérisée par des approches globales de la gouvernance, de la gestion des ressources et de la participation citoyenne à la politique économique. La mise en œuvre par Dakani du registre populaire pour l'exploitation aurifère a généré 2,3 milliards de dollars de recettes publiques supplémentaires dès sa première année, simplement en fournissant une comptabilité précise des volumes d'extraction et en éliminant les écarts qui avaient auparavant entraîné d'importantes fuites de revenus. L'initiative nigériane pour la transparence pétrolière, bien que plus complexe en raison de l'ampleur du secteur pétrolier, a réussi à réduire les pertes liées à la corruption d'environ 40% en 18 mois de mise en œuvre. La République démocratique du Congo, malgré les défis sécuritaires persistants dans certaines régions, a réussi à mettre en œuvre un système de transparence de l'extraction du cobalt qui a donné aux fabricants d'électronique internationaux une visibilité sans précédent sur leur chaîne d'approvisionnement.
Pour la première fois, les consommateurs pouvaient scanner un code QR sur leur smartphone et voir exactement quelle mine avait fourni le cobalt contenu dans la batterie de leurs appareils, quelles étaient les conditions de travail dans ces mines et combien de revenus avaient été générés pour les communautés locales. Mais le succès le plus spectaculaire est venu d'une source inattendue. Le Rwanda, un petit pays enclavé aux ressources naturelles limitées, a adapté le modèle Traoré pour créer un système complet de transparence économique couvrant tout, des exportations de café aux revenus du tourisme, en passant par l'utilisation de l'aide étrangère. La version rwandaise du registre du peuple est devenue si complète et conviviale qu'elle a été adoptée comme modèle de bonne pratique par la Banque mondiale et recommandée pour sa mise en œuvre dans d'autres petits pays en développement, à l'occasion du 2e anniversaire du gel financier français. Les implications géopolitiques de la révolution de Traoré étaient devenues impossibles à ignorer. Le succès de l'accord du SECO a inspiré des partenariats régionaux similaires à travers l'Afrique. La communauté de l'Afrique de l'Est a annoncé son projet de créer un réseau de transparence des ressources partagées. Les pays d'Afrique de l'Ouest ont commencé à coordonner leurs positions dans les négociations avec les sociétés minières internationales. Même les pays d'Afrique du Nord, malgré leurs structures économiques et leurs systèmes politiques différents, ont commencé à explorer les moyens de mettre en œuvre des éléments du modèle de transparence pour leur secteur pétrolier et gazier. L'effet cumulatif a été un changement fondamental dans l'équilibre des pouvoirs entre les nations africaines et leurs partenaires extérieurs traditionnels. Les entreprises européennes, qui s'étaient habituées à extraire les ressources africaines dans des conditions favorables négociées des décennies plus tôt, se sont retrouvés à traiter avec des gouvernements qui tenaient des registres publics détaillés de tous les flux de ressources et étaient responsables devant les citoyens qui pouvaient vérifier ces registres en temps réel. C'est peut-être dans l'industrie du diamant que le changement a été le plus spectaculaire. Pendant des générations, l'exploitation minière des diamants en Afrique a été caractérisée par des accords opaques, des évaluations contestées et d'importantes fuites de revenus. Mais lorsque plusieurs pays africains producteurs de diamants ont mis en place des systèmes de transparence inspirés du modèle Traoré, l'industrie a été obligée de s'adapter rapidement. Les acheteurs de diamants qui pouvaient auparavant acquérir des pierres à des prix inférieurs à ceux du marché se sont soudainement retrouvés en concurrence dans des enchères transparentes où chaque transaction était enregistrée dans des registres publics. Le changement ne s'est pas limité aux industries extractives. Les exportations agricoles, la fabrication de textiles et même les revenus du tourisme sont désormais soumis à de nouveaux niveaux de transparence et de responsabilité. Les pays africains, qui étaient auparavant en concurrence les uns avec les autres pour attirer les investissements étrangers, ont commencé à coordonner leurs politiques afin de garantir que les partenaires internationaux contribuent équitablement au développement national plutôt que de simplement en extraire la valeur. La réponse de la France à ces développements a été complexe et souvent contradictoire. Les responsables français ont publiquement salué les innovations en matière de gouvernance et de transparence qui émergeaient dans les anciennes colonies françaises. Les successeurs du président Emmanuel Macron ont souvent évoqué l'importance du développement économique de l'Afrique et l'engagement de la France à soutenir les innovations africaines. Mais en privé, les entreprises et les agences gouvernementales françaises ont eu du mal à s'adapter à un paysage radicalement modifié. Les sociétés minières qui opéraient en Afrique de l'Ouest depuis des décennies ont vu leurs marges bénéficiaires réduites par les nouvelles exigences de transparence et les mécanismes de tarification à la juste valeur. Les banques françaises, qui avaient facilité l'extraction des ressources sous l'ancien système, se sont retrouvées exclues des transactions qui étaient désormais effectuées par l'intermédiaire des réseaux financiers régionaux africains. Les services de renseignement français ont quant à eux tenté d'adapter leurs opérations d'influence aux nouvelles réalités technologiques. Ils ont investi massivement dans des capacités de cybersécurité conçues pour perturber les réseaux blockchain et les systèmes de transparence. Ils ont financé des mouvements politiques d'opposition qui ont fait campagne contre la transparence radicale, considérée comme une menace pour la confidentialité des entreprises et la compétitivité économique. Ils ont même tenté de recruter des experts techniques capables de trouver des vulnérabilités dans le système de registre du peuple. Mais ces efforts ont largement échoué, non pas à cause de la supériorité de la cybersécurité africaine, mais à cause de la nature décentralisée des systèmes inspirés par Traoré. Contrairement aux systèmes gouvernementaux traditionnels qui pourraient être perturbés en ciblant les serveurs centraux ou le personnel clé, les réseaux de transparence basés sur la blockchain étaient répartis sur des milliers de nœuds dans plusieurs pays. Attaquer une partie du système n'a fait que renforcer les autres en démontrant le besoin de redondance et de sécurité.
Plus important encore, toute attaque réussie contre les systèmes de transparence aurait été immédiatement visible pour les millions de citoyens qui utilisent les plateformes quotidiennement. Les services de renseignement français ont découvert qu'à l'ère de la transparence radicale, même les opérations secrètes les plus sophistiquées devenaient presque impossibles à cacher aux populations habituées à vérifier les informations de manière indépendante. 3 ans après ces 48 minutes cruciales au palais présidentiel, Ibrahim Traoré se tenait à nouveau dans la même salle clairsemée où il avait pris la décision qui allait remodeler l'économie africaine. Mais cette fois, il n'était pas seul. Autour de la table se trouvaient les présidents de 12 pays africains, les PDG de grandes entreprises technologiques, des responsables d'organisations internationales de développement et des représentants de groupes de la société civile de tout le continent. Ils étaient réunis pour signer ce qui allait devenir les accords de Ouagadougou, un cadre global pour la mise en œuvre de systèmes transparents de gouvernance des ressources dans les pays en développement. Le document qu'ils s'apprêtaient à signer représentait l'aboutissement de tout ce qui avait commencé avec la tentative ratée de la France de faire pression sur le Burkina Faso par le biais d'une guerre financière. Les accords ne concernaient pas seulement l'Afrique. Ils comprenaient des engagements de la part des pays d'Amérique latine riches en lithium et en minéraux de terres rares. Ils ont conclu des accords avec les nations insulaires du Pacifique cherchant à gérer plus efficacement leurs ressources halieutiques. Ils ont même inclus des partenariats avec certains pays développés qui souhaitaient mettre en œuvre des systèmes de dividendes citoyens basés sur les revenus des ressources naturelles. Alors qu'ils se préparaient à signer le document qui institutionnaliserait la révolution de gouvernance qu'il avait commencé, Traoré réfléchit au voyage qui les avait amenés à ce moment. Le gel financier français, qui avait semblé si dévastateur 3 ans plus tôt, semblait désormais avoir été exactement le catalyseur nécessaire pour sortir les nations africaines des cycles de dépendance et d'exploitation qui persistaient depuis des générations. Mais l'aspect le plus remarquable de cette transformation n'était peut-être pas son ampleur ni son succès. C'était sa durabilité. Contrairement aux précédentes initiatives de développement africaines qui dépendaient de financement et de soutien extérieur, les systèmes inspirés du modèle Burkina Faso étaient autonomes. Ils ont généré leurs propres revenus grâce à une gestion plus efficace des ressources. Ils ont développé leurs propres capacités technologiques grâce à des programmes d'éducation et de formation. Ils ont créé leur propre élan politique grâce à la participation citoyenne et à la responsabilité. La question qui avait animé Traoré pendant ces 48 minutes cruciales, à savoir, à qui appartiennent nos mines d'or, s'était transformée en quelque chose de plus large et de plus profond. Qui contrôle les systèmes qui déterminent la manière dont nos nations se développent et dont nos peuples prospèrent? La réponse, démontrée par 3 années de mise en œuvre réussie, était claire. Les citoyens eux-mêmes ont reçu les outils et les informations dont ils avaient besoin pour tenir leurs dirigeants responsables et participer de manière significative à la prise de décisions économiques. Alors que la cérémonie de signature se terminait et que les dirigeants rassemblés se préparaient à retourner dans leurs pays respectifs pour mettre en œuvre les systèmes de transparence auxquels ils s'étaient engagés, Traoré comprit que la révolution qu'il avait commencée ne dépendait plus de son leadership ni même du succès continu de son pays. C'était devenu un mouvement autonome qui continuerait à se propager tant qu'il y aurait des gens qui croiraient mériter de savoir comment leurs ressources étaient utilisées et des dirigeants qui seraient prêts à construire les systèmes nécessaires pour fournir cette connaissance. Les 48 minutes qui avaient commencé par une crise financière étaient devenues un nouveau modèle de la manière dont les petites nations pouvaient tirer parti de la technologie, de la transparence et d'un leadership fondé sur des principes pour parvenir à une véritable indépendance dans un monde interconnecté. Et l'histoire était loin d'être terminée.